Si on me demande quelle est ma couleur préférée, je réponds spontanément que c'est la couleur verte. Je serai incapable de m'expliquer sur le pourquoi, mais j'aime le vert, comme ça, dans l'absolu, et spécialement les verts foncés. C'est assez difficile de faire l'histoire d'une couleur toute seule. On peut même penser que ça n'a pas grand sens. Une couleur ne prend du sens que pour autant qu'elle est associée, opposée à une autre couleur. Mais on peut quand même prendre une couleur comme fil conducteur. Le bleu, c'était très intéressant. C'était ma première recherche sur l'histoire d'une couleur dans les sociétés européennes, le bleu d'abord, parce que l'histoire du bleu, c'est au fond l'histoire d'un renversement de valeurs. Pour le noir, le problème est un peu différent et l'histoire du noir est plus tourmentée que celle du bleu. À toute époque, il y a toujours un bon et un mauvais noir, mais tantôt c'est le bon noir qui est sur le devant de la scène, tantôt c'est le mauvais noir. Dans l'Antiquité, les bons aspects de la couleur noire sont souvent plus nombreux que les mauvais aspects. Et notamment, il y a une dimension qui revient souvent en Égypte, en Grèce, à Rome, dans la Bible même, c'est le noir fertile, le noir fécond. Le noir, c'est souvent la couleur de la terre est fertile, elle porte du fruit, donc le noir est une couleur pensée comme fertile. Et c'est en effet les premiers temps du christianisme qui commencent à dévaloriser cette couleur, qui devient celle du monde souterrain, bien sûr, mais par extension de la mort ou des morts, de l'enfer, du diable et de toutes les créatures du diable. On peut vraiment dire que le christianisme, à ses débuts, a fait la guerre à la couleur noire et l'a dévalorisée. À l'époque féodale, à l'époque romane, du point de vue artistique, on est en pleine période du noir diabolique, du noir infernal. Tous les animaux à pelage ou plumage noir sont réputés extrêmement dangereux et maléfiques. Il y a pour le noir, là, entre le 9e et le 12e siècle, une période très difficile. Les moines cisterciens reprochent aux moines bénédictins le noir de l'habit, en qui ils voient une couleur diabolique, alors que les bénédictins disent « mais non, c'est une couleur d'humilité, de tempérance, de dignité ». Et les moines bénédictins reprochent aux cisterciens leur habit blanc, en qui ils voient une couleur d'orgueil. Le blanc, c'est la couleur du Christ, c'est la couleur de la gloire. Quel orgueil de se vêtir de blanc! Et les cisterciens répondent, mais non, c'est le blanc de l'innocence, de la pureté. Bref, on a là un très beau dossier inattendu sur ce couple noir-blanc qui désormais va accompagner l'histoire des couleurs en Occident jusqu'à aujourd'hui. Chez les artistes et dans les traités de peinture, on parle plus ou moins des couleurs. L'écart est souvent assez grand entre ce que racontent les peintres et puis ce qu'on voit dans leurs œuvres. Léonard de Vinci, par exemple, a écrit un traité de peinture qui n'a à peu près aucun rapport avec sa propre peinture. Mais ces peintres de la fin du Moyen-Âge et du début de l'époque moderne commencent à être plus bavards sur ce qu'est une couleur, ce qu'est la lumière et sur le statut du noir et du blanc. Et c'est dans ces époques-là, au XVe, au début du XVIe siècle, que certains artistes, pas tous, commencent à dire que le noir et le blanc ne sont peut-être pas des véritables couleurs, mais comme dit Alberti, par exemple, des modérateurs de couleurs, ou bien comme Léonard de Vinci lui-même qui dit que le noir n'est pas une couleur, il le dit franchement. Il y a un grand débat qui traverse toute l'histoire de la peinture. Qu'est-ce qu'il y a de plus important en peinture artistique ? Est-ce que c'est le dessin ou est-ce que c'est le coloris? Et ça va occuper les peintres et les théoriciens pendant 7 ou 8 générations. Et les partisans du dessin reprochent à la couleur d'être trop frivole, d'être un artifice au fond inutile, d'être féminine. Tous ces discours sur la peinture au début de l'époque moderne, peu à peu, vont contribuer à classer les couleurs et à considérer le noir et le blanc soit comme des couleurs ayant un statut à part, soit comme des non-couleurs. Les hommes de science viennent les derniers. Ils sont précédés par les moralistes, par les fabricants de vêtements, par les artistes, notamment les peintres, et eux viennent au XVIIe siècle s'intéresser aussi à la couleur et à la lumière, et le plus grand d'entre eux, Newton, l'un des plus grands hommes de science de tous les temps, en effet, lorsqu'il découvre le spectre dans les années 1665-66, il découvre un nouvel ordre des couleurs,
au sein duquel il n'y a plus de place ni pour le noir ni pour le blanc. Et ça a des conséquences très importantes puisque ce nouvel ordre des couleurs, jusqu'à aujourd'hui, c'est resté l'ordre scientifique de base pour classer les couleurs, à la fois en chimie et en physique. Et il a eu, pas tout de suite, mais assez rapidement, des influences et sur la vie artistique, la création artistique, et même sur la vie quotidienne. Donc à partir de Newton, le noir et le blanc sortent de l'ordre des couleurs, ne sont plus des couleurs, et la science le démontre. Oui, au XXe siècle, le noir redevient progressivement une couleur à part entière, ce qu'il n'était plus depuis les découvertes de Newton. Et on peut dire que ce sont les artistes, les peintres qui, les premiers, ont redonné au noir le statut de véritable couleur. Et aujourd'hui, je crois qu'il n'existerait plus un seul peintre pour dire que le noir n'est pas une couleur. Il y a même certains artistes prestigieux qui font du noir leur couleur favorite. C'est le cas de Soulages, par exemple, qui a pratiqué le noir presque toute sa vie et qui a même inventé le concept d'outre noir pour définir toutes les lumières qui sortent de la matière picturale noire. Dans le domaine des images, l'invention de la photographie, dans un premier temps, ne fait que prolonger un système qui était déjà celui de l'estampe et de la gravure, c'est-à-dire un système où domine très largement le noir et le blanc. Donc les premières photographies sont en noir et en blanc. Il faut attendre vraiment la photographie en couleur pour que les choses changent, et encore pas tout d'un coup, mais lentement. Est-ce que la couleur doit être bien visible, violente, agressive, ou est-ce qu'elle doit être plus discrète, plus retenue ? En Occident, en tout cas, ce sont des débats qui perdurent encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent que la couleur trop voyante, c'est quelque chose de très vulgaire, et que le chic, le bon goût, consiste à être monochrome et dans des couleurs qui ne sont pas flashy. Il faut attendre les années 70, 80 du XXe siècle pour que l'image en couleur soit plus facile d'accès. Mais c'est presque trop tard. Les modes de pensée sont devenus en noir et blanc, en quelque sorte, et j'ai bien du mal à faire comprendre que l'histoire des couleurs, c'est quelque chose, d'une part, qui n'est pas inutile et qui n'est pas utopique d'essayer de construire. Les documents existent, mais c'est une jeune science. Elle a quand même un bel avenir devant elle.